recouverte par la rationalité instrumentale du système, on pourrait dire, technique capitaliste moderne, et en même temps, la quotidienneté, c'est le lieu de la totalité. Et pour eux, la totalité, c'est le carnaval, la fête. C'est là où la quotidienneté est vivante. Ou le festival, puisqu'on est dans un festival. Ce qui fait que, je dirais que dans la modernité, il y a deux discours sur la vie quotidienne. Le discours de déploration, qui condamne la vie quotidienne sous l'aspect de la monotonie, de l'ennui, de la routine, de la banalité. Et puis le discours qui réinvestit religieusement, même chez les penseurs marxistes comme Lefebvre et Debord, qui réinvestit religieusement. Pourquoi religieusement? Parce qu'à mon sens, pour moi, le discours religieux, c'est essentiellement le discours de la totalité. Il y a plusieurs distinctions de ce qu'est la religion, mais à partir du moment où on parle du tout, pour moi, on est dans une approche religieuse, même si on pense être le penseur le plus athée qu'il soit, il suffit que l'on ait des postulats de totalisation de l'expérience. À mon sens, on est déjà dans une forme de religiosité. Donc, ils réinvestissent la vie quotidienne comme celle qui doit, en quelque sorte, réunifier toutes ces sphères séparées, recoudre ce tissu épars de la vie quotidienne qui doit faire tenir ensemble, finalement, ces éléments séparés de l'économie, du politique, de l'artistique, du familial, du scientifique, etc. Et donc, certains penseurs vont beaucoup investir, je dirais théoriquement et effectivement, dans la vie quotidienne, parce que la vie quotidienne, finalement, c'est le seul salut possible de la restauration de la totalité perdue. Il y a un grand livre poétique qui décrit cela très bien dès la fin du XVIIIe siècle, puisque je disais que cette crise apparaît à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, et donc ce livre, pour moi, est symptomatique de cette crise, c'est Hyperion, du poète allemand Hölderlin, qui décrit très bien comment Hyperion veut restaurer la totalité perdue, celle de la Grèce antique, ce que Hegel appelait la belle totalité, et il veut restaurer cette totalité perdue face à ce qui est déjà le mouvement moderne de fragmentation de la vie en sphères séparées. Et bien évidemment, Hölderlin et le personnage Hyperion, il veut restaurer cette totalité perdue, certes à travers l'art, mais à travers un art quotidien, c'est-à-dire à travers la fusion de la quotidienneté et de l'art. Ce qui sera d'ailleurs le projet nietzschéen qui reprendra cette idée d'une retotalisation de la vie quotidienne. Il y a de très beaux textes de Nietzsche sur la vie quotidienne. D'ailleurs, parfois même, il donne son menu, il décrit les climats, il décrit les maisons. Enfin, il y a des textes sur Nietzsche, sur des objets quotidiens très prosaïques, mais qui pour lui ne sont pas prosaïques, qui sont au contraire les objets, par exemple son régime alimentaire, sa maison, l'exposition de la maison par rapport au soleil, etc. Donc il s'agit pour Nietzsche de retotaliser l'expérience par essentiellement une esthétisation de l'expérience quotidienne, mais où la quotidienneté est vue comme une expérience de type religieuse. Parce qu'on présente souvent Nietzsche comme un penseur athée, ce qui est une ineptie, à mon sens, totale. Parce que Nietzsche essaie de promouvoir un nouveau paganisme. Certes, il critique le monothéisme, mais au profit de nouveaux dieux, notamment Dionysos, Apollon et plein d'autres. Alors, la quotidienneté, à l'époque moderne, elle est en quelque sorte prise dans cet étau de la rationalité instrumentale qui la fragmente, et en même temps, elle semble être une sorte d'Eldorado perdu, assez nostalgique, où il faudrait retrouver cette unité, cette totalité, cette immédiateté de la vie quotidienne pré-moderne que l'ère industrielle aurait en quelque sorte dévastée. Alors il y a un courant artistique, puisqu'on parlait du futurisme tout à l'heure, mais il y a un autre courant artistique qui, lui, réinvestit de manière religieuse cette vie quotidienne, c'est le surréalisme. On prend, disons, trois grandes figures du surréalisme, Breton, Aragon
et Léris, ce sont trois écrivains, voire penseurs, qui ont essayé de mettre en avant une vie quotidienne magique, une vie quotidienne sacrée, d'ailleurs c'est le titre d'un texte de Léris, le sacré dans la vie quotidienne, pour restaurer, restituer cette totalité perdue face à la banalité bourgeoise, au fonctionnalisme bourgeois de la rationalité moderne. Alors, ce n'est pas un sacré chrétien ici. D'ailleurs, ils sont très peu clairs sur ce qu'ils nomment le sacré dans la vie quotidienne. Par exemple, si on lit le texte de Léris, qui s'appelle Le sacré dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'il nomme le sacré? C'est très prosaïque. Ce qu'il nomme le sacré, par exemple, lorsqu'on est enfant, c'est de s'enfermer dans les toilettes. Il dit, voilà une expérience sacrée. Pour nous, ça pourrait sembler aux antipodes même du sacré, mais pour Léris, c'est une expérience sacrée, parce que dans cette expérience-là, il retrouve, dans l'obscurité, dans la clôture, etc., il retrouve une unité de l'expérience du monde, affective, charnelle, imaginaire, etc. Breton, le goût de Breton pour les objets usés. C'était un grand amateur des puces de Montreuil, enfin dans la banlieue parisienne. Et donc chez lui, il ramenait plein d'objets usés, etc. Ce goût des objets usés, c'est aussi cette volonté, à travers ces objets qui étaient des objets fonctionnels, lorsque la fonctionnalité a disparu, lorsque la raison instrumentale n'a plus lieu d'être, l'objet est réinvesti par une pensée de type magique, de type affective, contagion affective, comme disait Lévi-Bruhl, un ethnologue français de cette époque, que les surréalistes avaient lu, de contagion affective qui va en quelque sorte reconstituer une certaine unité, continuité, totalité de l'expérience moderne contre l'atomisation fonctionnaliste de la modernité. Et si on prend Lefebvre et surtout Guy Debord, pour dire dans la dernière tentative de restauration et de sauvetage de la quotidienneté occidentale qui est le situationnisme, et dans les pratiques festives, artistiques et politiques du situationnisme, notamment la dérive urbaine ou la psychogéographie, là aussi, il s'agit de restaurer, finalement, alors, non pas la totalité, mais des certaines unités de moments, c'est un terme que Debord a pris à Lefebvre, le terme de moment, lui va parler de situation, mais c'est un peu la même idée, et donc de réinvestir cette quotidienneté oubliée, masquée par la rationalisation, par la spécialisation, et de la réinvestir dans l'intensité du moment vécu, et donc une sorte de concentration du temps, de type kabbalistique. Il faut voir que Debord est un grand lecteur de la Kabbale. C'est-à-dire cette concentration dans un moment, c'est ce que la Kabbale juive appelle le tikkun, et qui, en quelque sorte, dans un moment intense, reconstitue la totalité du monde, parce que le tikkun, en fait, c'est-à-dire que toutes les étincelles du monde sont rassemblées dans un seul moment, et qui crée en quelque sorte l'unité perdue du monde. Je ne vais pas rentrer dans le discours kabbalistique, parce que déjà, mes compétences ne vont pas jusque-là, mais c'est pour vous dire qu'on a encore ce schéma de la retotalisation chez Debord, chez finalement l'une des dernières grandes avant-gardes occidentales qui vise à une transformation de la vie quotidienne. Parce que Debord, il avait fait une conférence au séminaire de Lefebvre, qui était professeur de sociologie à Nanterre, et donc Lefebvre avait invité Debord à faire une conférence. Et Debord ne s'était pas déplacé, il avait envoyé une cassette, et donc ils avaient passé l'enregistrement de Debord dans cette cassette. Et la première phrase de la conférence de Debord sur la vie quotidienne, qui à mon sens devrait être inscrite sur le panthéon de la philosophie, dit ceci: celui qui s'occupe de la vie quotidienne, s'il n'a pas pour projet de transformer cette vie quotidienne, qu'il se taise. Donc si on parle de la vie quotidienne,
c'est précisément parce qu'on a toujours l'idée